Isarta est le site d'emploi numéro 1 au Québec en communication et marketing. Propulsez votre carrière et trouvez l'emploi idéal en vente, numérique, marketing, communication et bien plus encore. Isarta.com. Trouvez, sélectionnez et postulez facilement. Bonjour et bienvenue à la conférence Midi Express d'Isarta. Très heureuse de vous retrouver toujours en si grand nombre pour la première de la saison. Aujourd'hui, c'est Benoît Degrasse, vice-président de PMC, qui ouvre le bal et qui va nous expliquer comment se familiariser avec les principes et outils de l'agilité et également apprendre à reconnaître les biais cognitifs. Bonjour Benoît. Bonjour Isabelle. Bienvenue. Merci. Alors Benoît, tu es vice-président de PMC qui se spécialise dans la livraison de services en gestion de projet aux entreprises à travers le monde et tu es également consultant senior et formateur en gestion de projet comportemental, gestion agile et hybride en technique de planification et de suivi de projet ainsi que sur la mise en place de méthodes agiles, de méthodes de gestion, pardon. Oui, effectivement. J'ai un background en génie industriel, donc amélioration de processus, puis ça fait à peu près une trentaine d'années que je travaille et j'assiste les organisations à améliorer, optimiser les processus de gestion de livraison de projet. Parfait. Alors sans plus tarder, je laisse la parole à Benoît qui va vous dévoiler les principes et outils de projet agile et l'importance des biais cognitifs. Merci Isabelle. Alors oui, effectivement, deux sujets on n'est pas habitué de voir ça ensemble, la gestion de projet puis les biais cognitifs. Habituellement, les biais cognitifs, c'est un sujet qu'on croise quand on parle de marketing, qu'on parle de finance, qu'on parle de peut-être de gestion de ressources humaines, de diversité, inclusion, etc. Mais de plus en plus, je pense que ça prend sa place dans le monde de la gestion et notamment dans le domaine de la gestion de projet. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On n'a pas beaucoup de temps ensemble, alors on va y aller à l'essentiel. On va commencer par faire un petit tour d'horizon pour voir un petit peu c'est quoi les principaux modes de gestion, les principaux modes de livraison qu'on trouve dans le monde de la gestion de projet et comment ces modes de livraison-là affectent le mode de gestion qu'on va avoir et ensuite pourquoi est-ce que si on choisit les modes de livraison agiles, entre autres, mais aussi dans les modes de livraison les modes de gestion plus conventionnels. Pourquoi est-ce que les biais cognitifs, on commence à remarquer que ça a de plus en plus d'importance, puis c'est important de les connaître, de savoir les reconnaître pour pouvoir mieux les gérer. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer, Isabelle, par faire un petit sondage, puis essayer de tenter le pouls de l'auditoire pour voir qu'est-ce qu'on a autour de la table virtuelle aujourd'hui en termes de connaissances en gestion de projet agile. Alors, je pense qu'on a quelques questions, notamment Tout à fait. Ouais. Donc, je vais bien expliquer. Donc, il faut vraiment répondre au sondage en cliquant, en utilisant le bouton bleu voter. Donc, je vais ouvrir le sondage. On attend vos réponses. Le voyez-vous? Toi, tu le vois? Ah, je vois que les gens répondent au sondage. Donc, moi, est-ce que tu vois le sondage, Benoît? Moi, je le vois pas. Non, bon, alors, je vais quand même lire la question. OK. Employez-vous actuellement une approche agile pour la gestion de vos projets? Si vous ne voyez pas le sondage, à la rigueur, vous pouvez répondre dans le chat. Donc, oui ou non? OK. Combien on a de gens? Ah oui. Je pense que... Ah. Voilà. Désolé, j'ai fait une petite erreur. Excellent. Donc là, je pense que c'est terminé. On va publier le résultat. Voyons voir. OK, donc on a quand même pas mal de gens qui n'utilisent pas une approche agile, puis c'est peut-être tout à fait normal. Je m'attendais peut-être à un 50-50. On a donc 25% des participants aujourd'hui qui utilisent des approches agiles. C'est intéressant. Parmi ceux qui utilisent déjà des approches agiles... donc, j'ouvre le deuxième. OK, parfait. Pour ceux et celles qui ont répondu oui, on serait curieux d'avoir votre réponse à la deuxième question. Et là, évidemment, je comprends que peut-être vous utilisez un modèle hybride ou une espèce de mélange de méthodes ou d'approches. Alors, à ce moment-là, vous pouvez juste répondre « autre ». Et puis, ça va nous donner une petite idée. Donc, je vais laisser un petit peu de temps. Allez, encore un petit 5 secondes et je publie les résultats. Excellent.
OK. Et évidemment, ça reflète un peu ce qu'on retrouve dans les chiffres d'industrie, c'est-à-dire qu'à peu près la moitié et plus des organisations utilisent l'approche Scrum. Certains vont utiliser la méthode Kanban et beaucoup d'organisations finissent par développer des modèles hybrides ou des modèles sur mesure, des modèles adaptés Scrum-Ban ou des espèces de combinaisons ou des modèles qu'ils ont développés par eux-mêmes. Alors, je pense que les résultats qu'on voit là, c'est assez représentatif. Eh bien, écoutez, étant donné qu'il y a quand même une bonne partie de l'histoire qui n'applique pas les méthodes agiles, je pense que la première partie de la présentation va être importante. On va faire un petit retour en arrière pour voir d'où c'est que ça vient, ça, l'agilité. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que pour bien comprendre où est-ce qu'on s'en va, il faut d'abord comprendre d'où est-ce qu'on vient. Alors, on va commencer par faire ça, puis après ça, on verra graduellement pourquoi les biais cognitifs, on a intérêt à les connaître et à les approfondir. Alors, on va commencer donc par parler de mode de livraison de projet. Vous allez m'entendre dire le mot livraison là, avec toujours une petite emphase parce que je veux m'assurer qu'on fasse la distinction entre comment on livre la marchandise versus comment on gère la livraison. Alors, on va commencer par parler des modes de livraison de projet pour être bien certain de bien comprendre d'où est-ce que ça part toute cette histoire-là de gestion de projet agile. Ça part d'abord du monde de la gestion de projet. Puis la gestion de projet, c'est ni plus ni moins qu'une collection, une panoplie d'outils, de techniques, d'approches, de méthodes, etc., qu'on a développées au fil des siècles, au fil des ans, surtout dans la dernière centaine d'années. Mais c'est des outils, des techniques que le monde de la gestion a développées pour pallier ou pour répondre à des besoins ou à des problématiques spécifiques qu'on retrouve dans le monde des projets. Le premier problème qu'on retrouve dans le monde des projets, si vous avez déjà rénové votre cuisine ou si vous avez fait un petit travail de construction, aménager votre terrain ou quoi que ce soit, le premier problème auquel on se cogne le nez quand on fait des projets, c'est que si on fait une erreur, plus on attend, plus ça coûte cher. Hein? N'importe quel projet, là, pensez-y 2 secondes, vous allez vous rendre compte que c'est à peu près toujours vrai que si on découvre une erreur, plus c'est passé de temps entre le début du projet et le moment où on découvre notre erreur, plus ça va coûter cher. Généralement, cet impact-là des coûts de changement sur un projet est souvent représenté par une courbe exponentielle. Alors, on dit au début, là, si tu te rends compte que tu as fait une erreur, ça ne coûtera pas cher, tu vas pouvoir corriger ça rapidement. Par contre, si tu attends dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, plus tu attends, plus ça va coûter cher et ça croît de façon exponentielle. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là? Ben, les gens se sont rendus compte très tôt, puis quand je dis très tôt, on peut facilement imaginer que nos ancêtres qui construisaient des cathédrales, des ponts, des aqueducs, les Romains qui faisaient des routes, ont certainement dû réaliser que la façon d'aborder ce problème-là, c'est d'abord de s'assurer que dans la façon dont on livre la marchandise, on le fait de façon structurée et on a rapidement décidé que une façon qui ferait du sens, c'est de faire quelque chose qui ressemble à ça. Bon, ici, on a un petit modèle simpliste là, à 3 étapes, mais c'est ce qu'on appelle un processus étape-porte. Alors, le principe du processus étape-porte, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode Waterfall, c'est que tout le travail de conception va se faire en amont. On va réfléchir à ce qu'on veut, on va faire des plans et devis, on va tracer ça sur du papier, sur un parchemin, sur une ardoise, peu importe. On va faire la conception, l'analyse du besoin, la réflexion en amont. On va faire tout le travail de production dans le milieu. Hein. On creuse le trou, on coule les fondations, on pose les 2x4, on met du gyproc, etc. Et à la fin, on va aménager. On va rentrer les meubles, on va voir si ça fit. On va voir si le sofa est trop grand pour notre salon ou vice-versa. Donc, c'est une approche qui est très séquentielle, qui est très structurée, qui est très ordonnée, très organisée, qui permet de réduire la probabilité qu'une erreur survienne au moment où on ne veut pas. Hein, en ayant une bonne conception, bien à ce moment-là, on va pouvoir construire notre pont, notre avion, etc. Puis quand va venir le temps de l'utiliser, bien, les chances qu'on ait des erreurs seront minimisées, puis on va avoir un projet qui va être une réussite. Évidemment, si on ne suit pas bien la recette, ça donne lieu à des désastres. On le voit ces jours-ci là, avec le 737 MAX qui, dans le monde de l'aéronautique, refait surface. Là, on voit que c'est un projet qui a subi différents problèmes. On ne rentrera pas dans les détails. Mais si cette recette-là est bien appliquée, normalement, on réussit à faire un projet, puis on livre la marchandise. Donc ça, cette recette-là, elle a fait école. Elle a tellement fait école que dans bien des programmes de formation, je me rappelle, quand j'ai suivi mes premiers cours de gestion de projet à l'université, on faisait pratiquement l'adéquation entre gestion de projet puis ça. Mais je répète, ça, c'est pas de la gestion de projet. Ça, c'est la façon dont on structure le déroulement des travaux dans notre projet.
c'est le mode de livraison du projet. On va gérer cette livraison-là avec des méthodes, des outils. Par exemple, on va utiliser le chemin critique, on va faire des diagrammes de Gantt, on va faire des analyses PERT, Monte Carlo, etc. Mais ça, ce qu'on illustre ici, c'est pas un modèle de gestion, c'est un modèle de livraison. Dans les années 60-70, on s'est rendu compte que quand on faisait on a commencé d'abord à faire du développement informatique. Avant les années 50-60, l'informatique, ça n'existe pas. Arrivent les années 60-70, on commence à développer des logiciels. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise des cartes perforées. On développe des logiciels qui font des calculs savants pour mettre des hommes sur la Lune, etc. Mais grosso modo, on se pose la question, comment devrions-nous livrer la marchandise quand on livre un projet de nature informatique? Évidemment, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire, si ça marche pour des maisons, puis des bâtisses, puis des avions, puis des bateaux, pourquoi ça ne marcherait pas pour un logiciel informatique? Et quand je me rappelle d'avoir suivi mes premiers cours en informatique à l'université, au cégep, c'était ça qu'on nous disait. Commence par faire ton modèle sur papier, puis après ça, tu t'assoiras à l'ordinateur, puis tu feras ton code. Alors, on nous enseignait ça, puis c'était comme ça que ça fonctionnait. On s'est rendu compte que de faire ça avec un logiciel informatique, ça ne fonctionnait pas si bien que ça. C'est parce qu'on s'est dit, c'était un peu comme si on demandait à un artiste de peindre une toile comme ceci. Alors ici, on a notre ami Leonardo qui va peindre la Mona Lisa. Imaginez qu'on lui aurait demandé de peindre la Mona Lisa, on l'aurait forcé à réfléchir à tout ce qu'il veut correctement, jusque dans les moindres détails, avant qu'il puisse construire sa Mona Lisa de la façon dont on le voit ici. On voit que ça ne fait pas de sens. Leonardo ne peut pas peindre le front de la Mona Lisa comme on le voit dans la première case. Il ne peut pas commencer à peindre son front comme ça s'il ne sait pas d'avance à quoi va ressembler le produit final. Or, de lui demander de savoir à quoi le produit final va ressembler dès le début, c'est un petit peu illusoire, c'est un petit peu ambitieux. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il travaille de cette façon-là. On s'est rendu compte que de livrer de façon séquentielle, comme ça, quand on développait un produit comme un logiciel informatique, on pourrait faire l'extension puis parler de, d'organisations qui développent des programmes de formation, un programme de recrutement de personnel, une refonte d'un programme de santé et sécurité, une campagne de financement, une campagne marketing, des produits qui ne sont pas du béton, de l'acier, du mortier, mais qui sont un peu plus intangibles. On travaille un petit peu plus comme des artistes que comme des artisans. Et si on regarde ce que Da Vinci va faire quand il va peindre sa Mona Lisa, l'analogie qu'on va pouvoir utiliser, c'est que ça va ressembler un peu plus à ça, ce qu'il va faire. Si on regarde le déroulement de ses travaux dans ce modèle-là, ça ressemble beaucoup plus à ce que Da Vinci a probablement fait. Et si on regarde un petit peu et on lève la couverture, puis on essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, on réalise que Leonardo, ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle, nous autres, dans notre jargon, il fait une livraison itérative et incrémentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire d'abord que c'est incrémental. Pourquoi? Parce qu'à chaque étape de notre processus, si vous remarquez ici, le résultat, il y en a 5 sur la diapo ici, le résultat de chaque étape de son processus, c'est un résultat qui peut accrocher au mur, et s'il l'accroche au mur, les gens vont passer et vont dire « Ah, c'est Mona Lisa ». Tandis que dans l'étape précédente, dans le processus précédent de livraison, quand j'ai fini l'étape 1, je ne sais même pas c'est qui, puis je ne peux pas accrocher sur le mur. À l'étape 2, je commence à voir que c'est peut-être Mona Lisa, mais bien de valeur, je ne peux pas l'accrocher au mur, puis je ne pourrai pas l'accrocher au mur tant qu'il n'aura pas fini. Alors, l'avantage de cette méthode-ci, c'est que c'est incrémental, donc le produit, il évolue tranquillement, mais à chaque étape du processus, le produit peut servir à l'usage qu'on lui destine. On peut l'accrocher au mur et déjà, on voit que c'est Mona Lisa. L'analogie, ça serait de dire, mon logiciel, je peux déjà l'utiliser, il ne fait pas tout, mais je peux déjà l'utiliser, il fait une partie des fonctions dont j'ai besoin. Donc, déjà, ce qu'on dit en gestion de projet agile, c'est qu'on dit que ça a déjà de la valeur. Alors, et c'est donc une approche incrémentale. C'est aussi une approche itérative. Pourquoi? Parce que quand Da Vinci est devant son chevalet, ce qu'il fait, c'est qu'il va répéter sans cesse les fameuses 3 étapes qu'on avait de conception, production et test. Il va répéter ces étapes-là sans cesse dans sa tête, des centaines de fois par jour. Il va concevoir dans sa tête, il va penser, ça y prendrait un œil gauche. Avec son doigt, il va tracer
un œil gauche, il va prendre un petit peu de recul, il va dire, c'est tout ça que, ouais, c'est comme ça, ouais, c'est beau, je pense que j'aime ça. Il va ensuite continuer. Il a besoin d'un nez. Il va y tracer un nez, ouais, c'est beau, j'aime ça, on continue. Il va y aller de façon itérative. Si dans sa tête, il imagine une mèche de cheveux et que là, il va avec son pinceau, puis c'est pas tout à fait ce que je voulais, ben il efface puis il recommence. Hein? Ou il peinture par-dessus. Donc, il fait ce qu'on appelle un processus itératif. Il est continuellement en train de refaire la boucle de concevoir, produire, tester, concevoir, produire, tester, concevoir, produire, tester. Et ça, c'est ce qu'on appelle une livraison itérative et incrémentale. Et on se rend compte rapidement dans les années 80-90 que quand on travaille avec du logiciel informatique, de travailler de cette façon-là, ça donne un meilleur résultat. De livrer en suivant cette logique-là, ça donne un meilleur résultat. Mais le problème survient quand on essaie de gérer cette livraison-là. Parce que quand on gère dans un mode séquentiel étape-porte, qu'est-ce qu'on fait? On fait, par exemple, une analyse de chemin critique. Alors, si certains d'entre vous ont déjà utilisé MS Project ou un logiciel semblable, vous êtes habitué de créer des tâches. On fait une tâche de 2 jours, suivie d'une tâche de 4 jours, avec une autre tâche de 3 jours en parallèle, puis ensuite suivie d'une autre tâche de 5 jours. Puis on élabore ça dans un diagramme de Gantt, souvent, avec un logiciel où on fait un réseau d'activités avec des liens et des durées, etc. Et le logiciel vient calculer, si c'est ça que tu veux faire, attends-toi à ce que ça prenne 6 mois. Attends-toi à ce que ça prenne 9 mois. Et ton chemin critique va être ici, la marge totale va être là. Donc, si tu as une activité qui retarde ici, ça va avoir un effet domino, tu ne livreras pas à temps. Ces outils-là ont fait leur preuve, ça fonctionne bien. Mais quand on vient pour les utiliser dans un mode itératif incrémental, on se cogne le nez à des difficultés. Notamment, le fait que dans un logiciel comme MS Project, on a besoin de faire des liens comme ça de prédécesseurs, successeurs, l'activité A suivi de l'activité B. Il y a une première étape que je dois faire, ensuite il y en a une deuxième, puis après ça, j'en fais une troisième, et après ça, une quatrième et une cinquième. Mais en mode itératif, ça arrive souvent qu'on dit, on va essayer, on va concevoir, on va le faire, on va le tester, puis si ça ne marche pas, on va recommencer. Puis, je ne rentrerai pas dans les détails, mais grosso modo, les logiciels de gestion de projet classiques, Project, Primavera, PlanView, etc., à l'époque, ils n'aiment pas ça. En fait, ils ne sont pas capables de traiter ça. Ça donne lieu à des boucles sans fin dans les calculs mathématiques dans l'ordinateur. Donc, par défaut, les logiciels nous empêchent de faire des boucles de retour en arrière. Parce que quand j'ai une tâche qui prend 5 jours, suivie d'une tâche de 3 jours, suivie d'une tâche de 4 jours, je ne peux pas retourner au début. On est déjà rendu dans la 2e, 3e semaine, puis le temps ne fonctionne pas de cette façon-là. Alors, la logique des logiciels ou des approches, des méthodes, des outils qu'on a dans les approches séquentielles en cascade fonctionne bien, mais quand on utilise une approche itérative incrémentale, on se rend compte que les outils ne fonctionnent plus aussi bien. Et j'ai mentionné le chemin critique, mais on pourrait élaborer, on pourrait examiner d'autres outils, d'autres techniques qu'on utilise en gestion de projet conventionnelle, puis on va se rendre compte que pour toutes sortes de raisons, là aussi, ça ne marchera pas. On ne pourra pas utiliser ces outils-là. Ce n'est pas que les outils ne sont pas bons, c'est juste que dans un contexte d'une livraison itérative et incrémentale, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, on va se rendre compte que l'impact du mode de livraison qu'on choisit va affecter l'approche de gestion et les outils de gestion qu'on va utiliser. Et notamment, durant la formation du 14 février, ce qu'on va faire ensemble en matinée, c'est qu'on va en expérimenter une approche de gestion. On va utiliser certains outils, certaines techniques, notamment une méthode dérivée de Kanban et qui ressemble un petit peu à Scrum également à certains égards. On va faire une simulation de projet pour voir comment ces outils-là peuvent nous servir, comment ils sont différents, mais comment ils peuvent être utilisés pour gérer certains types de projets. Donc, vous allez avoir la chance en matinée, ceux et celles qui n'ont jamais travaillé avec des tableaux de tâches, avec des Kanban, etc., on va faire un projet. On ne va pas juste en parler théoriquement. Je vais vous en faire un. Vous allez l'expérimenter en équipe. Vous allez travailler avec un tableau et on va décortiquer le travail qu'il y a à faire, puis on va essayer de se donner une cadence, etc. On va essayer de voir en pratique, en le faisant, les principaux éléments propres à la plupart des méthodes de gestion agile. Et on va le faire dans un contexte d'un projet qui n'est pas un projet informatique. Parce que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on n'est pas des informaticiens. Comme je disais tantôt, on fait peut-être des projets en ressources humaines, on fait peut-être des projets de marketing, on fait peut-être des projets de nature autre que des TI.
Et donc, on va avoir la chance de voir à quoi ça ressemble dans un projet qui n'est pas un projet informatique. Mais pour vous donner un bref aperçu de comment le mode de livraison va affecter l'approche de gestion, 2-3 des préceptes principaux qu'on rencontre, c'est d'abord par rapport au fameux triangle de la gestion de projet. Vous avez peut-être déjà entendu parler du triangle de fer de la gestion de projet ou de la triple contrainte ou des 3 dominantes d'un projet qu'on doit gérer, la portée, le coût et le temps. Bien, dans un projet géré de façon plus conventionnelle, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit, écoute, dis-moi ce que tu veux, hein? Puis à partir du moment où je vais savoir ce que tu veux, moi, je vais partir puis je vais aller estimer. Hein, le mot-clé ici, c'est estimer. Je vais estimer combien de temps et combien d'argent ça va me prendre pour livrer ce que tu veux. Penser à une rénovation de cuisine, penser à on va refaire mon entrée de garage, penser à on va construire un bâtiment, on va construire un pont, on va construire un système de chemin de fer. Première des choses qu'il faut rapidement élaborer, qu'il faut rapidement décider, c'est qu'est-ce qu'on veut. Et à partir du moment où on sait ce qu'on veut, bien, les experts, les estimateurs, les spécialistes peuvent dire, bien, OK, si tu veux tant de kilomètres de chemin de fer, si tu veux une maison qui a tant de pieds carrés, avec tant de chambres à coucher, moi, je suis capable, avec cette information-là, d'estimer, c'est-à-dire de dire combien je pense qu'on va avoir besoin de temps et d'argent pour livrer cette marchandise-là. Donc, déjà, on voit que ça a un impact sur notre philosophie de gestion puis notre approche de gestion. L'impact, c'est le suivant, c'est que, étant donné qu'on a estimé le temps et l'argent, bien, par définition, si on a fait une erreur, si on a mal cerné quelque chose dans notre projet, la première chose qui risque de sauter, c'est le temps et l'argent. C'est ce qu'on estime qui risque le plus, c'est là qu'on risque le plus de s'être trompé. Oui, ça se peut qu'on se soit trompé sur la portée, qu'on a dit on pensait qu'on avait besoin de ça, mais on n'en a pas besoin. Mais il y a plus de chances que ce soit, on avait sous-estimé le temps ou on avait sous-estimé l'argent. Puis, je vous dirais que dans ce triangle-là, probablement que le temps est la variable qui est la plus fragile parce que le temps, c'est le seul élément du triangle sur lequel on a zéro contrôle. Ça, parfois, en gestion de projet, on a tendance à l'oublier, mais le temps, il coule à la vitesse qu'il coule, puis on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le ralentir, on ne peut pas l'accélérer. L'argent, je peux le retenir. Je peux décider de ne pas payer une facture, je peux décider de retenir un paiement. Je peux dire à mes gens, arrêtez de travailler sur le projet, là, chargez plus de temps sur mon projet, là, on va arrêter temporairement. Mais je ne peux pas empêcher le temps de passer. Le temps, peu importe ce qu'on fait, il continue de couler. Donc, s'il y en a une des 3 qui est le plus à risque, c'est celle-là, d'autant plus que je l'ai estimé. J'ai dit, je pense que ça va prendre X temps. Alors, dans une gestion de projet, une approche de gestion de projet en cascade, on a une philosophie qui a tendance à prioriser la portée sur le temps et les coûts. On n'aime pas ça, mais entre vous et moi, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère avoir un pont Champlain incomplet, livré à temps et respecte le budget? Ou si on préfère un projet complet, mais qui aura coûté un peu plus cher puis pris un peu plus de temps? Alors, je pense que la plupart des gens diraient, je préfère avoir un pont fini, mais plus cher, puis fini en retard, parce que sinon, d'avoir un pont fini à moitié, ça ne servira pas à grand-chose. On n'aime pas ça, je le note, là. Il n'y a personne qui aime ça, voir un projet livré en retard puis défoncer le budget, mais dans bien des cas, on préfère un projet livré en retard puis défoncer le budget qu'un projet qui s'arrête puis qui ne livre pas en marchandise puis qu'on investit 50 millions de dollars et puis ça aboutit à rien. La gestion agile, elle, déjà, on voit que la façon de penser est différente. Le projet agile va dire, écoute, tout projet part d'un problème. Le problème, c'est que le pont est trop vieux, il faut le remplacer, je manque d'espace pour élever ma famille, j'ai besoin d'une nouvelle pièce d'infrastructure. Tout projet part d'un besoin qu'on cherche à satisfaire. Puis ce besoin-là, on est prêt à satisfaire, mais pas à n'importe quel prix. Puis souvent, le besoin, il faut le satisfaire avant un événement crucial. On a une date butoir. Le produit doit être lancé sur le marché avant telle date parce que c'est la période de l'année où les acheteurs commencent à entrevoir leurs besoins pour l'année, etc. Il y a des cycles comme ça dans le monde des affaires. Donc, la gestion de projet agile a dit, écoute, on va prendre le projet à l'envers. Dis-moi ce que tu es prêt à investir, puis dis-moi quand est-ce que tu aimerais avoir une solution à ton problème, puis je vais essayer d'estimer la portée.
Hein? Ce qui veut dire, je vais essayer d'estimer ce que je pense pouvoir te livrer. On voit que le mode de pensée n'est pas le même. Et ça, déjà en partant, vous devriez commencer à voir les biais cognitifs nous rentrer dedans, parce que déjà en partant, ça vient nous bousculer dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. Hein? Si vous savez ce que c'est que le biais de confirmation, le biais de confirmation, c'est si vous croyez quelque chose et que je vous propose une information contraire à vos croyances, ben vous allez soit ignorer l'information que je vous donne ou vous allez chercher les petits morceaux qui font votre affaire pour que ça rentre dans votre schéma de pensée. Alors déjà là, on voit que la gestion de projet agile versus la gestion de projet traditionnelle, si je suis un habitué de la gestion de projet conventionnelle, traditionnelle, en cascade, appelez-la comme vous voudrez, ben si on me propose une autre façon de gérer le projet, ça risque de venir me chercher un petit peu. Ça risque de me rendre inconfortable. Je vais peut-être essayer de trouver des excuses pour ne pas le faire. Parce que fondamentalement, et c'est la grande difficulté que les organisations ont dans l'adoption de la gestion de projet agile, c'est que fondamentalement, la gestion de projet agile se base sur des préceptes et des croyances qui sont souvent diamétralement opposés à ce qu'on a toujours connu dans le monde de la gestion conventionnelle. Hein? On nous dit par exemple ici que la gestion de projet agile, c'est une gestion empirique. On va découvrir au fur et à mesure. On va apprendre comment faire au fur et à mesure, on va découvrir ce qu'on veut au fur et à mesure, alors que la gestion de projet en cascade, c'est une gestion prédictive. Tu devrais être capable de me dire ce que tu veux, puis tu devrais être capable de me le dire dès le début, puis une fois que tu m'as dit ce que tu veux, moi, je devrais être capable de te dire comment je vais le faire. On voit que c'est deux façons de penser, ces deux croyances qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Fait que déjà, on peut voir que, en partant, le biais de confirmation va être important dans le déploiement d'une méthode de gestion agile. Sinon, on va avoir des phénomènes de résistance au changement, on va avoir des phénomènes de gens qui vont refuser ou avoir de la difficulté à appliquer les méthodes correctement. On va prendre des décisions basées sur des vieux réflexes, etc. Et ça, beaucoup d'organisations, puis pour ceux d'entre vous, ceux et celles d'entre vous qui appliquent la gestion de projet, soit que vous le vivez en ce moment, vous vivez ces challenges-là au niveau de l'organisation. Peut-être qu'il y a des conflits avec la haute direction. Peut-être qu'entre les équipes de projet, il y a parfois des frictions. Peut-être simplement dû au fait qu'à la base, on ne partage pas tout de suite les mêmes croyances. Si, par exemple, je fais un projet en mode empirique et que le principe de base, c'est que plus on avance, plus on découvre, ben par définition, si on découvre quelque chose de nouveau, un changement, ben c'est une bonne nouvelle. C'est signe qu'on progresse. Mais la gestion de projet traditionnelle a dit non. Si tu as découvert quelque chose, c'est que tu n'as pas fait... Si tu t'es rendu compte de quelque chose de nouveau un matin, c'est que tu n'as pas fait tes devoirs. Donc, tu as fait une erreur. On voit qu'encore là, c'est deux approches, deux façons de voir le problème de deux angles complètement différents. Puis encore là, ça peut créer des frictions au sein des organisations, au sein de la façon dont on prend les décisions, etc. Ensuite, plus bas, vous voyez qu'en bas, on nous dit que la gestion de projet agile, moi je dis souvent, la gestion de projet agile utilise un effet heuristique qui s'apparente à un biais cognitif qu'on appelle l'effet IKEA. L'effet IKEA ou l'effet de dotation, c'est l'effet qui dit que si j'ai construit quelque chose moi-même, si j'ai contribué moi-même à développer, par exemple, un plan de projet, ben cet élément-là que j'ai contribué à construire va avoir une plus grande valeur à mes yeux que si c'est quelqu'un d'autre qui l'a bâti, qui peut me l'a donné. Dans beaucoup de projets, même dans les projets conventionnels, on le vit, ce phénomène-là. Dans certaines industries, on travaille beaucoup avec des estimateurs. C'est peut-être pas le cas de la plupart d'entre vous, mais dans des industries plus classiques, c'est les estimateurs qui estiment la job, et ensuite, ils pellent ça aux gens qui vont exécuter les travaux, puis les gens reçoivent ça, puis ils disent, ben oui, non, on voit bien qu'ils ne connaissent pas ça. J'ai travaillé, moi, dans une ancienne vie, je travaillais dans l'industrie de l'acier, et on voyait ça parfois. Les estimateurs disaient, ben ça va prendre tant de temps à faire la commande, etc. Ça arrivait sur le plancher de l'usine, puis les ouvriers disaient, ben non, on voit bien qu'ils ne savent pas c'est quoi la réalité du terrain, parce que s'ils savaient, ils n'auraient pas estimé ça de même. Sauf que l'effet IKEA, ce qu'il dit, c'est si c'est toi qui avais donné le chiffre, peut-être qu'on serait arrivé au même chiffre, mais tu y attribuerais une importance plus grande, puis tu y attribuerais une meilleure crédibilité juste par le fait que tu y as participé. Alors, c'est un effet qu'on voit en gestion de changement. Si je participe au changement, il y a plus de chances que ça réussisse. Si c'est quelqu'un d'autre qui me l'impose puis qui l'a conçu, on va dire, ben oui, non, tu connais rien là-dedans. Alors, ça, c'en est juste un petit aperçu de certains biais cognitifs qui viennent jouer
quand on commence à faire de la gestion de projet agile, mais ça va plus loin que ça. Et de plus en plus, je pense qu'il y a des experts dans le monde de la gestion de projet qui commencent à réaliser qu'effectivement, ça peut aller pas mal plus loin que ça. Et pour voir un petit peu, il y a d'autres phénomènes psychologiques qui rentrent en ligne de compte quand on travaille avec des humains. On ne travaille pas avec des machines. Quand on travaille avec des humains, on travaille avec des gens qui ont des émotions. On travaille avec des gens qui ne sont pas toujours très rationnels. Vous donner juste 2-3 petits exemples de phénomènes que vous avez certainement déjà vécus dans vos milieux de travail, notamment la loi de Parkinson. Hein? Vous connaissez peut-être la loi de Parkinson qui dit que le travail prend de l'expansion pour remplir le vide. Si je vous donne un travail à faire, puis je vous dis que vous avez 2 jours pour le faire, ça va prendre 2 jours. Mais si je vous donne le même travail ou je donne le même travail à une autre équipe et je vous dis que vous avez 4 jours pour le faire, bien, ça se pourrait que ça leur en prenne 4. Ça fait aucun sens. C'était la même tâche. Mais on sait par des études que ce phénomène-là, cette loi de Parkinson-là, ça existe, c'est fréquent, ça arrive souvent, c'est bizarre, mais on a 2 choix. Ou bien on peut dire, c'est épais, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Voyons donc, on va essayer de s'empêcher de faire ça. Ou on peut dire, bien, dorénavant, dans la façon dont on gère nos projets, nos organisations, nos équipes, on devrait peut-être en tenir compte, ça. On devrait peut-être incorporer cet élément-là dans nos façons de travailler pour justement éviter que ça nous cause des problèmes. Un autre phénomène, si vous avez lu Goldratt dans la chaîne critique, il parle du syndrome de l'étudiant, la procrastination. Hein, j'ai un examen le 18, quand est-ce que j'étudie? Alors les gens dans le roman, ils disent, tu vas étudier le 17 au soir, puis Goldratt dit, non, le 18 au matin dans l'autobus. Alors ça, c'est le syndrome de l'étudiant. Si j'ai quelque chose à faire, je vais attendre la dernière minute pour le faire. C'est un phénomène complètement naturel. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, peut-être que dans le passé, nos ancêtres, il y a 10, 15, 20 000 ans, peut-être que pour eux, ça faisait du sens de faire ça. Bien, je vais attendre, parce que d'un coup, c'est pas nécessaire. Je ne vais pas dépenser mon énergie à préparer, je ne sais pas, moi, le terrain. D'un coup, il y aurait une inondation. Je ne vais pas commencer à préparer mon terrain trop tôt, parce que s'il y a une inondation, mon travail va être défait. Donc, je vais attendre la dernière minute. Peut-être que dans le contexte de nos ancêtres qui vivaient il y a 10, 15, 20, 30 000 ans, ça faisait peut-être du sens de faire ça. Puis on est les descendants de ces gens-là. Mais aujourd'hui, on est devant nos écrans d'ordinateur, on travaille dans des bureaux, on travaille dans des entreprises, des organisations. C'est peut-être plus aussi utile que ça l'était. Ou encore, on a la cueillette aux cerises, le cherry picking. Je vais faire les tâches qui m'intéressent, qui sont gratifiantes. Je rentre au matin au bureau, je me lève le matin, je m'en vais à mon ordinateur. C'est quoi la première chose que je fais? Bien, je vais aller checker mes courriels. Pourquoi? Parce que c'est une tâche qui est gratifiante, c'est le fun, j'aime ça. Il y a peut-être d'autres choses que je devrais faire qui est plus important, mais je fais du sujet au cherry picking. Alors ça, c'est d'autres phénomènes psychologiques qu'on rencontre quand on travaille avec des humains et non pas avec des machines. C'est des choses qui viennent affecter notre travail. Les biais cognitifs, c'est un peu la même chose. Alors, les biais cognitifs, pourquoi c'est important? Bien, ça, c'est l'autre partie de l'atelier qu'on va faire le 14 février. On va aller voir quels sont les principaux biais cognitifs qui sont importants à connaître quand on fait de la gestion de projet, particulièrement quand on fait de la gestion de projet et qu'on applique des principes de gestion de projet agile. Alors, c'est quoi un biais cognitif? Un biais cognitif, c'est une déviation, c'est un raccourci que le cerveau humain prend parce que, et là, ici, c'est tiré des travaux de Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel en économie en 2003, dans son livre Thinking Fast and Slow, que certains d'entre vous ont peut-être lu, et il explique que quand on a à prendre des décisions, nous autres, les êtres humains, on a 2 systèmes de pensée. On a ce que lui appelle le système 1 et le système 2. En résumé, le système 1, c'est votre système... c'est votre intuition, c'est votre gut feeling. Hein, quand on prend une décision en utilisant notre gut feeling, Kahneman, il dit, vous prenez une décision avec votre système 1. Hein? J'ai l'impression que mon gut me dit telle affaire, mon intuition me dit telle chose. C'est un système de prise de décision qu'on utilise à tous les jours. Ce matin, quand vous vous êtes levé puis vous avez décidé qu'est-ce que vous alliez manger pour déjeuner, vous avez probablement utilisé votre système 1. Hier, quand vous êtes revenu à la maison du bureau puis que vous avez dû choisir quel chemin prendre pour vous rendre à la maison, sachant qu'il y aurait peut-être de la circulation sur les ponts, ben vous avez probablement utilisé votre système 1. Mais on peut aussi prendre des décisions avec le système 2. Le système 2, Kahneman le décrit comme étant le système froid, le système lent, qui est plus conscient, qui demande plus d'efforts, qui va permettre de prendre des décisions plus complexes, comme par exemple, si vous êtes en train de renégocier votre hypothèque avec la banque, bien, vous êtes peut-être en train de remplir des chiffriers Excel, puis de faire des calculs, puis d'évaluer. Peut-être que si vous avez à choisir, vous voulez changer votre voiture, puis vous voulez racheter une autre voiture, puis ça fait longtemps, là, la dernière voiture que vous avez achetée, ça fait 10 ans de ça, vous allez peut-être commencer à faire un tableau comparatif des différents modèles, des caractéristiques
diagnostic, du prix, etc. Donc, on peut utiliser, pour prendre des décisions, on peut utiliser notre système 1 ou notre système 2. Le problème, c'est que Kahneman dit que, alors que le système 2 peut être très fiable, le système 1 peut être très sujet aux erreurs causées justement par des biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs qui sont des raccourcis que l'être humain a développés au fil des siècles, des millénaires et de son évolution, c'est des raccourcis qu'on prend parce que dans certaines situations, on n'a pas le temps de faire un calcul. Par exemple, quand vous êtes au volant de votre voiture, puis que la voiture en avant de vous applique les freins, vous voyez les feux arrière s'illuminer, vous ne commencez pas à faire un calcul mathématique du coefficient de friction de vos pneus sur l'asphalte, le rythme de décélération de la voiture en avant de vous, avec quelle force je devrais appuyer sur la pédale de frein. Non. La décision va se prendre en une fraction de seconde. Vous allez appuyer sur la pédale de frein, vous allez tourner le volant, ça va être intuitif. Hein? Et une chance, parce que sinon, on serait tout le temps en train de faire des collisions sur l'autoroute. Alors, ça, c'est les deux schémas de pensée. Et Kahneman, ce qui nous rappelle, c'est quand on prend des décisions avec le système 1, c'est-à-dire avec notre intuition, on est sujet aux erreurs causées donc par les biais cognitifs, ces espèces de raccourcis-là qu'on a développés. Hein, on s'en rend souvent même pas compte qu'on est sujet à ces biais-là. Mais quand on a à prendre des décisions avec notre système 1, souvent, les biais viennent nous faire prendre des mauvaises décisions. Les biais cognitifs, ben, on en a la série ici. Il en existe des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et qu'à chaque fois qu'on prend une décision en gestion, on est susceptible d'être influencé par l'un ou l'autre de ces biais cognitifs-là. La plupart de ceux-là, bon, c'est plus ou moins pertinent pour la gestion de projet. Il y en a certains qui sont plus pertinents que d'autres. Et puis, c'est ça qu'on va examiner ensemble durant l'atelier du 14 février. On va s'amuser à voir quels sont les principaux biais cognitifs qui affectent les équipes de projet quand on travaille en mode agile. Je terminais justement là, en donnant quelques références aux gens qui s'intéresseraient parce que effectivement le domaine qui s'intéresse à l'intersection entre les biais cognitifs et la gestion de projet, c'est relativement récent. Je mentionnais notamment l'article de la presse là, qui a paru il n'y a pas tellement longtemps. Je cherchais le nom du chroniqueur, mais il y a eu un article qui a été publié où on parlait du livre de Ben Flyvbjerg, How Big Things Get Done. Et Ben Flyvbjerg est un auteur assez connu dans le monde de la gestion de projet. Projet comportemental, à l'intersection entre les biais cognitifs et la gestion de projet. Et un bonhomme du nom de Josh Ramirez aux États-Unis qui a fondé un organisme qui s'appelle The Institute for Neuro and Behavioral Project Management, qui est un petit peu le pendant là, du PMI. C'est un institut qui existe depuis 3-4 ans seulement, donc qui fait des recherches à savoir comment incorporer ces éléments-là dans nos modes de gestion, parce que avec la levée, la montée de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui distingue l'humain de la machine? C'est les émotions. Dans la mauvaise direction. Alors, plus on connaît nos biais cognitifs, plus on est à même de mieux les exploiter, si on veut. Parfait. Est-ce que si tu peux prendre encore 2-3 minutes de ton temps pour expliquer, ou si tu avais terminé? Je serais prêt à prendre des questions s'il y a des gens qui veulent en savoir un peu plus. Là. Tout à fait. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je te remercie beaucoup, Benoît. C'était vraiment très intéressant. Donc, je vous remercie également de votre présence. Et puis, nous, on se donne rendez-vous pour le 2 février, où il sera question de copywriting. Donc, bonne fin de semaine et à bientôt.